Nous allons parler du français Killian Hayes des Detroit Pistons. Je vous pose la question directement comme ça, avant d'aller dans les stats et avant d'aller dans mon impression. Erwan, je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de cette saison de sophomore et ce début de carrière de Killian Hayes? Peut mieux faire, reste sur ma faim. Pas mal, beaucoup d'interrogations pour la suite. Un rôle nouveau pour lui, pas simple, mais un manque d'agressivité offensive qui fait que ça me pose souci sur la projection pour le futur. Killian Hayes, on le rappelle, 7e choix de la draft 2020 par les Pistons, en qui il y a beaucoup d'espoir dans ce joueur. Et quand on voit ses stats, et je vais vous les donner, on peut être quand même très inquiet. On rappelle que Killian Hayes, l'année dernière, a été souvent blessé et que sa saison a été complètement tronquée. On rappelle 26 matchs, 18 matchs comme titulaire, 26 minutes de temps de jeu. Il était à 6,8 points, 2,7 passes et 5,3 assists. Je ne vous donne pas les pourcentages. Cette année, 32 matchs, dont 32 en tant que titulaire, donc installé dans le 5 majeur, aux côtés de Kyle Cunningham qui est arrivé en cours de route. Les stats, 6,3 points, donc un petit peu moins. 3,1 rebonds, c'est un petit peu mieux. Et 3,8 passes, c'est une et demie de moins. Je vous donne par contre là les pourcentages. 35% en tir et 30% à 3 points. Quand tu vois ces stats, tu as quand même la sensation qu'elle reflète exactement ce qu'on voit quand on regarde les matchs des Pistons. C'est-à-dire que Killian est certes dans le 5, a un temps de jeu honorable. 25 minutes de temps de jeu, ça te laisse du temps pour lâcher des stats. Dans cette NBA où il y a toujours plus de points, toujours plus d'espace. Et pourtant, on a la sensation j'ai envie de te dire qu'il est inoffensif. Je pense qu'il y a énormément de trucs à dire sur Killian. Le premier, c'est qu'il a été drafté 7e. Et comme il a été drafté 7e, on n'a pas les mêmes attentes que pour Théo Malédon ou pour des joueurs qui ont été draftés un peu plus bas. Pourquoi il a été drafté 7e? Parce qu'il est barré à Cholet au moment par les pros. Il voit qu'il ne peut pas trop jouer à Cholet. Il veut faire monter... À Cholet, il joue. Pour le coup, il joue. C'est une année... Bourbier. Il joue comme aujourd'hui. Hein. Et Cholet, déjà, quand il y a Killian, voilà. Quand il y a Killian, c'est déjà Bourbier, il joue le maintien. Et on voit cette année, parce que ils vont voir un petit qui avait 18 ans, ils lui disent tiens, meneur titulaire en Pro A, et sauve-nous. Bon, pour le coup, c'est vraiment pas cadeau. J'ai du mal là-dessus, moi, tu vois, déjà, à tirer des enseignements de ça. C'est pas que c'est pas cadeau, c'est que c'est pas ce qui fait monter une stock de draft. Et donc, comment il a fait? Et ça a été mis en avant par même des fois son agent et des choses comme ça. Ulm lui propose le projet on va te filer des minutes, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave, on va pouvoir te mettre en avant en tant que pierre angulaire de notre attaque. Ce qui fait que Killian, pendant son année à Ulm, avant l'interruption avec le Covid, il a pu jouer de l'Eurocoupe. Il joue de l'Eurocoupe. Il est capable, on le voit en tant que ball handler sur pick and roll, mettre des tirs. On voit qu'il a 18 ans. On compare ça avec ce qu'il faisait chez les jeunes, où il est MVP de l'Euro U16. Il est médaille d'argent U17 contre Team USA, où il est un des meilleurs liés dans le 5 du tournoi. Même pour les Américains qui scoutent beaucoup le pré-NBA, c'est vraiment un gros nom pour tout le monde. Le truc, c'est qu'il est drafté 7, dans une franchise un peu compliquée. Il arrive, on le met titulaire. On en a parlé beaucoup l'année dernière sur ça. C'est pas le meilleur, on va dire, endroit pour qu'il montre ce quoi il avait montré à Ulm. Je trouve qu'il montre d'autres choses. Je trouve que défensivement, c'est devenu un joueur vraiment solide. Je trouve on voit son QI sur le terrain. Juste moi, ce que j'arrive pas à voir et comprendre, c'est le manque d'agressivité complet offensif. Mais moi je crois que j'ai un début de réponse à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas, depuis qu'il a été drafté, il n'a pas franchi le gap physique pour la NBA. Je trouve qu'il est je le trouve toujours un peu frêle. Je trouvais qu'à Ulm, il avait des flashs de vitesse. Papa sur des trucs, c'est pas un rapide mais c'est un mec qui sur des flashs pouvait avoir de la rapidité. Je trouve qu'il n'a pas encore franchi le cap physique pour évoluer vraiment et s'en sortir en NBA. Et donc du coup, il est obligé de compenser ce manque physique-là par beaucoup de dribbles, par de prendre des tirs compliqués, parce que finalement, il doit le sentir, et ça se voit qu'il évite finalement plus les contacts, qu'il essaye d'aller les chercher, et on sait qu'aujourd'hui, quand tu es un dribbleur et que tu pourrais essayer de passer ton défenseur, il faut à un moment que tu ailles au contact, un petit coup d'épaule, ça fait partie du jeu, et lui, il peut pas ça, parce que dès qu'il y a contact, il est perdant. Il n'y a rien de simple en fait, il se facilite pas, il se crée pas grand chose de facile, balle en main,
Parce que il y a le manque d'explosivité, là où on pouvait penser que sa qualité balle en main, sa dextérité pouvait venir compenser ça, comme un Lamelo par exemple. Mais la réalité, elle est assez autre, c'est qu'il n'arrive pas à se faciliter la vie balle en main. Il a du mal à naviguer, la main droite, elle n'a pas beaucoup progressé. Il est très ball dominante du côté gauche. Et donc avec les scouting reports NBA, on sait comment le défendre, quoi. Les amis, on accueille notre premier auditeur. Il s'appelle Grégoire. Salut Grégoire. Salut Grégoire. Salut les mecs. Tu vas bien? Salut Grégoire. J'espère que tu n'es pas dans une gare avec un piano. J'espère que tu es venu pour... Et que tu vas laisser les frères Gallagher tranquilles, s'il te plaît. Faire la bagarre entre eux et pas... Grégoire, alors, il paraît que tu es un gros fan de Détroit. Ouais, exactement. C'est pas tous les jours facile, mais ça fait une très longue période. Je loupe pas un match. Je me lève plus tôt avant d'aller bosser pour regarder les Pistons. Incroyable. Et voilà, gros fan des Pistons. T'es un vrai de vrai, donc. Exactement. Bon, très bien. Écoute, ta petite franchise des Pistons, a donc connu 2 Français alors qu'on n'en avait jamais connu avant. C'est Doumbouya qui n'est plus dans l'effectif. Et Kylian. Alors, donne-nous ton avis sur ce début de carrière de Killian Hayes. Est-ce que toi, tu es déçu par ses premiers matchs? Un peu déçu forcément, de par sa position à la draft. Un 7e choix, on en attend peut-être un peu plus. Ah, j'entends Tom. Oui, vas-y, Grégoire. Vous m'entendez, ouais. Tom a dû appuyer évidemment comme toujours sur le bouton rouge alors que c'est le bouton bleu, il est daltonien. Vas-y, continue. Ok, Morpheus. Là, je disais par rapport à sa position de draft, forcément, on peut en attendre un peu plus. Après, moi, ce que je voulais souligner, c'est que effectivement, il y a les stats. Les stats, elles disent que pour l'instant, il n'y a pas une réelle progression par rapport à son année rookie. Il a été quand même écourté, il faut le rappeler. Mais après, honnêtement, pour le regarder sur tous les matchs qu'il joue, il est beaucoup plus fluide. Il a une influence qui est beaucoup plus importante que l'année dernière sur le jeu des Pistons. Il suffit de regarder quand il est là et quand il n'est pas là, notamment quand il est avec Cade. C'est vrai que le jeu est plus fluide, ça bouge beaucoup plus, ils se font beaucoup plus de passes. Après, moi, le point sur lequel je voulais appuyer, c'est qu'au niveau du body language, il a vraiment progressé. On le voit célébrer ses tirs, on le voit vraiment se donner à fond, alors que l'année dernière, on le sentait vraiment en retenue. Donc, je pense qu'il faut être un peu patient. Il a la confiance de Dwayne Casey, donc c'est quand même bien. Après, effectivement, au niveau des stats, on peut être un peu déçu, mais pour moi, il faut être patient. Après, l'axe principal de progression, c'est vraiment l'agressivité offensive, comme l'a dit Alan. Évidemment que faut être patient. De toute façon, on n'est pas là pour le condamner. Tu vois, nous, on est tellement patients que ça fait un an et demi qu'il a une NBA. C'est la première vidéo qu'on fait autour de lui parce que justement, on n'avait pas trop de billes qu'on voulait. On voulait pas forcément lui tomber dessus. Il n'empêche que quand tu me dis il prend des responsabilités, il pèse sur le jeu, j'ai quand même beaucoup de mal alors je regarde pas tous les matchs de Détroit comme toi, mais par contre hier j'ai regardé le match. Alors on va pas faire une généralité d'un match, mais hier Ken Cunningham se fait expulser. Le match est quasiment plié. J'ai pas senti que naturellement le jeu des Pistons, que les joueurs des Pistons se sont retournés vers lui pour lui dire bah tiens c'est à toi. J'ai pas senti ça. Et je voulais rebondir aussi sur pas mal de commentaires qui disent il est soft, il est pas frêle. Quand je dis qu'il est frêle, c'est pas physiquement. C'est qu'à un moment donné, la réalité, c'est que il fait pas de différence physiquement. Il fait pas mal. Alors oui, Antetokounmpo est un monstre physique et quand il touche des mecs, ben, ils explosent au contact. Mais tu peux avoir pris du gab et rester un joueur qui fait pas de différence physique. C'est pas la même chose. Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, je trouve qu'hier, par exemple, c'est un excellent exemple. T'es mené de 20 points par les Suns. Il y a ton meilleur joueur, ton leader qui sort. Moi, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant. Je veux voir à un moment donné si lui prend ce rôle-là, ce rôle qu'il avait à Ulm. Ben, j'ai pas senti ça. Moi, ce qui me pose un peu... C'est exactement ça. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Ouais, c'est exactement ça. Au final, on en revient à dire que son axe de progression réel, c'est son agressivité offensive. En fait, on l'attend tous. Aujourd'hui, il prend quoi? Il prend 6 tirs, 7 tirs. Mais aujourd'hui, sur une fin de match, comme tu dis, par rapport à hier, Cade, il est plus là. Il faut qu'il prenne 10-12 tirs. Parce que s'il les met pas, ben, à la rigueur, ça va surprendre personne. Mais le jour où il va les mettre, ben, il va marquer les esprits. Il va marquer les esprits des fans, il va marquer les esprits des gens qui analysent un peu tout ça. Et les gens, ils vont dire, bon, ben ok, ça y est, il est lancé. Et il peut apporter ça. Et aujourd'hui, il le fait pas. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sur ça, moi, que je l'attends. Moi, ce qui me pose un peu problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette NBA hyper concurrentielle... 5 matchs depuis le début de la saison à plus de 10 tirs, à peine. Ça fait pas beaucoup sur 32. Ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, la NBA te demande... bah, tu vois, il faut être patient, là. Mais en fait, la NBA est pas patiente.
Les fans ne sont pas patients, les organisations, les GM, les coachs, personne n'est patient. Alors parfois, tu as de la chance d'être vraiment dans la bonne organisation qui croit en toi. Et je crois d'ailleurs que Détroit croit en Killian Hayes, sinon il l'aurait déjà dégagé. Il est toujours dans le 5, il a quand même du temps de jeu. Alors oui, il y a Cade Cunningham à côté, donc son rôle et ce qu'ils attendent de lui a peut-être un peu changé, mais il n'empêche que c'est un joueur NBA titulaire aujourd'hui qui n'a pas le niveau d'un titulaire. Et moi, ce que je regrette complètement, c'est que contrairement à ceux qui sont imposés en galérant au début. Donc le premier qui me vient, parce que il y a Baba qui a toujours fait des passes et qui est d'un joueur spécial. Je pense à Evan Fournier, par exemple. Evan Fournier, au début, a pas beaucoup de temps de jeu, mais en fait, quand il joue, tu vois qu'il a la dalle. Alors, c'est pas forcément le même profil, mais au bout d'un moment, c'est deux attaquants. À Denver, ouais. C'est deux attaquants. Il y a, attends, tu donnes la balle, je veux qu'il fasse quelque chose. Un tir, marqué, raté, une passe D, un pick and roll, une qui passe, en bref, qu'il se passe quelque chose. Killian Hayes, là, il se met dans un espèce de rôle de gestionnaire qui veut faire briller les autres et tout, mais c'est pas forcément ça qu'on attend, là. Hein. Après, on n'a pas les consignes, du Dwayne Casey, mais quand tu draftes un mec 7ème et que tu as regardé ce qu'il a fait à Ulm, bah, tu vas pas attendre de lui d'en faire un John Stockton, tu vois ce que je veux dire. Non, il a une vraie qualité de passe décisive, tu vois. Mais après, oui, on va attendre de lui du scoring, de la passe qui va pour des paniers faciles. Et surtout un peu plus de drive. Et moi, je suis quand même un peu effaré du nombre de lancers francs qui tentent. Un par match. Ouais, un par match, c'est passé. Et ça montre encore une fois qu'il a du mal à aller se frotter physiquement. Parce que et on sait qu'en NBA, pour te rassurer, ça fait du bien d'aller sur la ligne aussi. Des go-to-move même. Il n'y a pas de go-to-move. Tu te souviens, on disait que certes, Killian a été drafté 7 et Killian 31. Ou 32, allez donc. 31. Moi, je dis quoi? T'as dit Killian. Théo. Kylian et Théo, ouais. Du coup. Et on disait que peut-être qu'il y avait un écart dans la draft, mais en fait, sur leur niveau réel, il n'y aurait pas tant de niveau que ça. J'ai la sensation que si on mettait Théo à la place de Kylian, il ferait pas pire, quoi. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve Théo très en difficulté à OKC, honnêtement. Après, il joue pas, il joue peu. Donc on pourrait dire si tu joues, peut-être que tu montres. Moi je l'ai vu jouer l'année dernière. Hein. Ouais, complètement l'année dernière, je suis d'accord. Cette année, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment en difficulté. Là où j'ai trouvé que Killian Hayes, il a progressé. Franchement, déjà le moi je pense qu'il faut toujours parler du contexte. T'as raison. Il a pas de menace de lob. C'est un très bon passeur pour les alley-oops. Isaiah Stewart, c'est pas un titulaire NBA. Mais il fait 1m84 aussi. Voilà. C'est pas un titulaire, c'est un bon backup, je pense. Et Kelly Olynyk. Bon pivot de N3, tu sais, comme on les aime bien, ces mecs d'un 85, pas assez doués pour jouer au large, tu vois. Je pense que ça serait un très bon backup. Kelly Olynyk est pas là. Ça fait que. Et pour Cade, ça manque aussi un peu. Oui, mais c'est pas lui qui va t'amener des solutions sur les passes lobées. Non, sur du pick and pop. Sur du pick and pop. Voilà. Et donc, ça pourrait aider encore Killian, qui est un très bon créateur de pick and roll. Il l'avait montré à Ulm. C'était vraiment un jeu qu'il pouvait faire. Il savait faire pas mal de ces passes-là, de ces lectures-là. Ensuite, là, sur le match sur 10 points, je trouve que tu as raison. En plus, Jeremy Grant n'est pas là depuis quelques temps. On sait qu'il aime beaucoup tirer. Donc, le fait qu'il soit plus là, moi, je m'étais dit, cool, ok, Killian va peut-être avoir plus de ticket shoot. Il y a peut-être que si tu peux le mettre sans Cade avec la seconde unit, là, s'il est avec la seconde unit, avec des remplaçants contre des remplaçants, là, c'est à lui de prendre des responsabilités. Il joue pas trop avec la seconde unit parce que la seconde unit, elle est formée pas mal autour des deux Jackson, Joseph et comment il s'appelle ? Franck et Josh, et puis Garza par moment, malheureusement. Mais bon. Non, ça va, un peu tranquille, ce pauvre garçon. Non, chaque fois, il est à droite. Il est super gentil en plus. Mais moi, je trouve quand même que défensivement, dans le spot-up à 3 points, c'est pas son jeu de base. On lui demande beaucoup de faire du spot-up parce que Cade a la balle. En fait, Cade a la balle. Et heureusement d'ailleurs, parce que personne d'autre peut créer dans cette équipe-là. Encore heureux qu'on lui donne la balle. Voilà, le projet, c'est de développer ça. Et c'est vrai qu'on a drafté 2 mecs 2 années de suite, dont le profil, pendant tout leur cursus avant de la NBA, c'était d'avoir la balle. Sauf qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Donc celui qui est meilleur, on lui donne la balle. Pour Killian, il y a un ajustement à faire de comment tu vas jouer sans la balle, comment tu vas jouer à côté d'un joueur qui a tout le temps la balle et toi tu l'as pas. Donc il faut qu'il s'améliore en catch and shoot, il faut qu'il fasse des coupes, il faut qu'il défende. Donc c'est un autre type de joueur qui doit c'est comme s'il devait se redévelopper sur certains autres aspects de son jeu. Et je pense que c'est pas simple pour un joueur de 20 ans, honnêtement. Moi, ce qui m'inquiète aussi un petit peu dans tout ça, c'est qu'on avait parlé, quand il draft Cade Cunningham, on imaginait, pour les raisons que tu viens d'évoquer, que c'est lui qui allait être le meneur titulaire et que Killian devrait aller avoir un nouveau rôle. Sortir du banc, pourquoi pas. Être à côté de Cade Cunningham, pourquoi pas. Bon, finalement, c'est la deuxième option qui s'est passée. Donc, l'important pour la suite à Détroit de Killian Hayes, c'était de voir la complémentarité avec Cade Cunningham. Et là encore, il se cherche. Franchement, il se cherche. Et là, j'aimerais bien quand même avoir ton avis,
Grégoire. Yes, Grégoire. Excuse-moi, j'aimerais bien avoir ton avis, Grégoire, sur cette complémentarité qui, ok, peut-être ici, mais qui me saute pas à la gueule du tout, quoi. Et donc ça aussi, c'est encore quelque part un peu un signe un peu négatif pour Kylian Hayes. C'était important quand même autour de la future star sur qui tu vas construire, qui est vraiment le mec qui doit te faire renaître de tes cendres. Eh ben, j'ai pas l'impression que derrière, Cole Cunningham, il s'éclate complètement avec Kylian Hayes et que les deux soient inséparables sur le terrain. Non, non, t'as raison. Hormis sur la fluidité, comme je disais tout à l'heure, où moi, en tout cas, ça me marque vraiment. On voit la différence. Mais ça, c'est à la rigueur, c'est un peu individuel quand tu dis il est plus à l'aise, il se sent mieux parce qu'il a. Mais là, après, bien sûr. Mais Grégoire, il est traumatisé des Corey Joseph et tout. Moi, franchement, je regarde beaucoup des laissez Corey Joseph tranquille. Ça, c'est quand même terrible de tomber sur des mecs. Vous vous rendez pas compte, est-ce que c'est plus un joueur NBA, je te jure. Franchement, c'est plus un joueur NBA. Écoute, il met 21 hier, en tout cas, lui. Une petite aparté. C'est vrai. Non, mais moi, je veux bien vos délires de. Non, mais Kylian Hayes, dans le spot-up. T'as raison. Mais hier, il y a ton leader qui se barre. Il y a un mec qui s'appelle Corey Joseph qui met 21 pions. C'est vrai. Et Kylian Hayes, depuis 1 an et demi, la barre des 20 points, il l'a passé une fois. C'est vrai. Il a pas fait exprès. Non, mais arrête. On n'est pas là pour se fâcher avec Kylian. C'est une blague. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je veux bien Corey Joseph. Effectivement, ça va être de pire en pire. Ça va être toujours un backup. Et qu'aujourd'hui, peut-être que c'est un joueur NBA. Backup, d'ailleurs. Mais c'est un mec qui, aujourd'hui, qui hier soir, lui, met 21. Et aujourd'hui, Kylian Hayes, au-delà des résultats collectifs, tout ça et tout, parce que c'est un mec qui a besoin de scorer pour être efficace. Hier soir, c'est un match où il doit mettre 15-20. Quitte à croquer, quitte à shooter 18-20 fois. Oui, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Je lui demande, mais c'est vrai que quand tu finis le match et que tu vois qu'il a shooté 5 fois, 6 fois, 7 fois, il a rarement pris plus de 10 tirs dans un match. 5 fois cette saison. Voilà, c'est quand même criant comme stat. Donc, est-ce que c'est parce que il délègue? Il délègue à Cade, Saddiq Bey aussi prend pas mal de tirs, il délègue. Pas lui non plus, hein. Ou est-ce que c'est de facto parce que il n'arrive pas, comme tu as dit, à aller sur ses spots, à se créer ses positions, parce que c'est vrai, la NBA, c'est dur. La NBA, physiquement, c'est pas l'Europe, c'est différent. Comme je trouve sur les postes extérieurs, franchement, quand tu vas aller sur ton spot, c'est dur. Genre, physiquement. Je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs peut-être aussi talentueux que lui. On va pas tout lui enlever. Mais non, Par contre, la NBA, et quand on faisait la semaine dernière le débat entre l'Europe et la NBA, est-ce que l'Europe se rapprochait? Alors, dans les compétitions internationales, on peut peut-être en parler. Chez les jeunes, même chez les seniors, on a vu la France en finale face à un petit musée. Mais sur la NBA, les franchises et les équipes européennes, Nico, Batum et Andrew Albissi, tu dis, mais les gars, c'est la guerre. Donc Kylian Hayes, il se retrouve avec peut-être moins talentueux, mais par contre des athlètes, des monstres physiques. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension physique qui aujourd'hui, pour moi, il n'a pas encore cette dimension physique pour pouvoir vraiment exister à sa juste valeur en NBA. Ouais, quand il est sur le terrain avec des Hamidou Diallo et Josh Jackson, ces mecs-là prennent plus de tirs que lui. Ces mecs-là, alors que c'est pas le projet de Détroit, je pense. Hein. Mais ils ont aussi un état d'esprit différent. Moi, est-ce qu'on peut rapprocher, Grégoire, tu me dis, est-ce qu'on peut commencer à faire le parallèle entre Frank Ntilikina et Kylian Hayes? Il y en a un qui joue quand même. On pourrait. Au niveau de l'impact, au niveau des stats, on pourrait. Après, je pense qu'à la créa, il est quand même meilleur que Kylian Hayes. Je parle pas du profil. Je parle qu'à un moment donné. De l'histoire. D'un mec à un moment donné, ils sont très haut draftés, des attentes, des flashs, mais deux mecs dans l'état d'esprit qui, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas réussi à franchir ce gap avec la NBA dans l'agressivité. Là, Franck, pour moi, c'est un joueur NBA, j'ai aucun doute là-dessus. Mais sauf qu'à un moment donné, on a eu de l'espoir en lui. Et il n'a pas réussi à répondre avec, à un moment donné, les matchs à 20 points, de l'agression, au moins, je parlais offensivement, défensivement, Franck toujours. Mais Kylian, je le retrouve un peu là-dedans. Ils sont gentils, les mecs. La grande différence, c'est que avec Frank Ntilikina sur son premier contrat rookie de 4 ans aux Knicks, c'était il est gentil et tout, mais t'es chez les Knicks. Et là, pour le coup, la grande différence que je vois, c'est que Détroit semble kiffer, le met sur le terrain. Si on prend les temps de jeu sur les 2 premières saisons des deux, il y a quand même une énorme différence. Ça change rien. T'as raison, hein. Qu'est-ce que ça change dans l'état d'esprit du mec? Moi, je te parle. Moi, c'est être sur le terrain quand même. Moi, je parle pas du projet autour de mec. Je te parle je regarde jouer un mec, je regarde l'autre, et je vois les similitudes. Vas-y, vous avez des qualités offensives, vas-y, agresse, tente, perds des balles. Tu vois? Mais ça, c'est un état d'esprit. Et puis, j'en reviens toujours, ça reste des mecs de 20 piges. Non, mais Evan Fournier, gros, je suis pas bon. Evan avait cet état d'esprit-là. Peut-être qu'aussi, Kylian, c'est aussi. Bon,
Moi, j'ai pas envie de mettre des ballons dans les tribunes. J'ai pas envie de croquer parce que c'est pas ce que j'ai envie de montrer. C'est pas ce que je suis. C'est pas ce que je pense bon pour l'équipe. Parce que peut-être qu'il se dit ça aussi. Moi, si je prends 17 tirs, je pense pas que ça soit bon pour l'équipe. Mais la NBA, malheureusement, préfère d'autres mecs. Les gars d'équipe, là, faut être dans un projet qui a des matchs. Grégoire, dis-moi par rapport à la comparaison entre Francky et Kylian. Non, mais la comparaison, elle est bonne. C'est surtout, on en revient à cette agressivité offensive. Hier, le match contre Phoenix, vous l'avez apparemment tous regardé. Et Jacques Monclar, il le dit très, très justement. Il y a 2-3 drives de Kylian Hayes où il monte, il se rapproche du cercle. Et au dernier moment, il va chercher soit une passe à terre pour Isaiah Stewart, soit il va chercher un shooter dans le corner ou quoi que ce soit. Et c'est sur ça, à un moment donné. Sur ça, non, Cade, il est sorti. Ben, va chercher tes 10 tirs de plus. 10, j'exagère peut-être un peu, mais effectivement, au niveau état d'esprit, ben, c'est là qu'on voit la grosse différence. Je prends l'exemple d'un mec, c'est Binley, qui est le 3e, voire 4e meneur de Détroit. Et Binley, il rentre, il en a rien à faire de prendre 12 tirs, 15 tirs. Il en a rien à faire. Il les prend, ça tombe dedans, c'est très bien, il marque les esprits. Ben, ça tombe pas dedans, c'est pas grave, ça changera pas son statut. Il a saigné la G-League quand il y est allé, meilleur marqueur de G-League. Mais voilà, au niveau état d'esprit, ça dénote vraiment cette différence qu'il y a entre aujourd'hui des mecs comme Frank Ntilikina, bon peut-être plus maintenant, et Kylian Hayes, mais par rapport à ces Américains, quoi. Bon, donc cas, effectivement, la comparaison pour moi, elle est bonne. Eh ben, on se rejoint complètement parce qu'on peut parler de l'organisation de Détroit où il y a plein de choses à dire. On peut parler de Dwayne Casey où il y a sûrement plein de choses à dire. Franchement, les rotations, les systèmes, il y a toujours des trucs à dire. Sauf que malheureusement, la NBA, il y a des gars qui arrivent quand même à se montrer dans des systèmes de merde. Et c'est l'histoire de la NBA qui va dans ce sens-là. On va conclure. On va quand même parler des motifs d'espoir autour de Kylian Hayes. C'est que pour nous, il a le talent pour jouer à NBA sans aucun doute. Mais je crois qu'il a besoin, surtout lui, de ce petit déclic. Moi, j'ai une question à poser et personne n'aura la réponse. C'est quelle relation aujourd'hui ils ont avec les anciens joueurs NBA français, ou même ceux en activité, mais plus vieux qu'eux, avec la génération avant eux. Quelle relation ils ont ? Et quand tu dis ils ont, c'est Sekou, Kylian, il est très jeune. Théo, il est avec Nico, et Tony, il doit avoir. Mais tu vois, il y a qui d'autre ? J'ai pas l'impression, je vois pas. Qui ça ? Eli Okobo. Bon, Eli, non, en tout cas, je vois pas le Kylian Hayes, je vois pas sur les réseaux, après peut-être que on voit pas tout, hein, mais je trouve que des fois, appeler Boris Dio, Tony Parker qui ont eu des débuts de carrière, enfin Boris Dio qui a eu un début de carrière très compliqué, Tony qui, avant d'être titulaire, se faisait pas, Tim Duncan lui adressait pas la parole. Ou même Rudy Wevan. Voilà, ou Rudy Wevan, tu vois, leur dire, parce que c'est vrai qu'Evan arrive à Denver, c'est compliqué au début, quoi. Même Nico à Portland. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des échanges entre ces mecs-là ? Je crois que ça aussi. Eux, ils ont grandi dans un truc où presque c'est normal pour eux de jouer en NBA, alors que la génération d'avant, ça restait quand même des rêves qui se réalisaient. Et peut-être là-dedans, il y a aussi quelque chose à les creuser, puisque le talent, il a, et le déclic, finalement, il doit être mental. Et c'est peut-être qu'en parlant avec des anciens que ça peut aider. Je sais pas, je me pose cette question. C'est une bonne question, et il y a un début de constat, en tout cas, qu'on peut établir sur les très jeunes joueurs qui ont été draftés très haut, c'est qu'il y en a très peu qui se sont installés. Il n'y en a aucun qui s'est installé dans des projets intéressants avec du temps de jeu et tout. Alors il y a des mecs qui arrivent à gagner leur place. On pense à Kylian T, qui au forceps t'avait gagné sa place. Il y a évidemment l'inverse, la petite porte et tu te bats. On verra s'il arrive à faire carrière. Mais les très hauts choix de draft, pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'installer. Et on peut le regretter. Et on peut parler, donc tu disais, Franck, Kylian, il y a Gershon qui avait été drafté au premier tour aussi, qui n'a jamais joué avec les Boston Celtics, qui aujourd'hui froisse l'Europe avec le Real Madrid. Tu mets Eli aussi pour lui. Tu mets Eli aussi. Eli n'était pas drafté très. Ouais, mais il a le contrat garanti, ça. Il a le contrat garanti. Eli, on peut le mettre. Et c'est vrai que, c'est vrai que la nouvelle génération, là, depuis 4-5 ans, tous les mecs draftés au premier tour ont du mal à s'installer dans une franchise. Bon, écoute, c'est un constat dur. Après, nous, on a été aussi nourris avec de l'or. Et on se souvient de Tony qui disait, à part moi, il avait cité 2-3 mecs, là, à part moi, Babac et peut-être Nico, les autres... Il y a Mike Pietrus. Ouais, mais tu te souviens, il avait dit, mais les autres, franchement, ils ont pas de temps de jeu, tu sais, ça compte pas. Tu te souviens, et d'ailleurs, Ronnie avait gueulé, il y avait quelques mecs qui disaient, ouais, mais bon, t'es mignon, toi. Ouais, t'es Tipeee, frère. Au bout d'un moment. Bon, en tout cas, on a fait le tour sur Kylian Hayes. Merci, Grégoire. Merci à vous, les gars. C'est un plaisir. Un plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à toi de nous appeler. Force pour les Pistons. Merci, les gars. Merci à toi. Merci beaucoup. Les gars, Kylian Hayes, bon,
On espère quand même qu'il va performer. Juste, je prends un truc. Ouais, vas-y, Il y a un commentaire, je pense pas que Tipeee, Joachim Noah et Boris aient appelé Tariq Abdelouad. Honnêtement, ce commentaire, je vois ce que tu veux dire de facto. Ben oui, d'accord, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'a représenté Tariq Abdelouad, ça a été le premier Français à la NBA, très bien. Ça n'a jamais représenté ce qu'a fait Tipeee, ce qu'ont fait Tony. Et on n'en sait rien, attends, on dit ça, on n'en sait rien. Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Un petit peu quand même. Ouais, mais plus tard, il y a eu des embrouilles. Mais quand très tôt en équipe de France, Tony, il est très jeune. Mais quand Tipeee va en 2001, c'est pas impossible qu'il a appelé Tariq, c'est ça que je veux dire. L'aboutissement qu'ont eu Boris, Joachim Noah et Tipeee, on a du mal à le comparer avec ce qu'a fait Tariq Abdelouad, sans enlever le fait que Tariq Abdelouad était un vrai joueur NBA. Ouais, bah, clairement, sans aucun doute. Mais je pense pas qu'on puisse le comparer. Je trouvais ça intéressant, mais on peut pas le comparer. Aujourd'hui, il y a des joueurs installés qui ont un vrai vécu, on connaît tous leur carrière. Voilà. Il y a Bobby One là qui nous dit maintenant tous les Français ont le même agent, donc tu peux mettre en relation. Mais ce qu'on veut dire, c'est pas vrai. Voilà. Kylian, il est pas chez Comsport. Non. Et puis ça n'a rien à voir avec les agents. Il est pas chez Comsport. C'est pas avec les agents, c'est dans toi tu vas appeler le vieux entre guillemets qui appelle. Babac et Tony, son pote d'enfance, ils ont jamais eu le même agent. Non, ça c'est vrai. Mais Tony a toujours été avec les Américains. Ouais, mais Boris aussi. Mais pas les mêmes du coup. Voilà, pas les mêmes. Je crois, j'espère que je dis pas de conneries. Très bien les gars, on est 1000, donc c'est super, on va pouvoir continuer à discuter de la suite.